Est ouverte. L'ordre du jour appelle le débat sur l'avenir du secteur hydroélectrique. La conférence des présidents a décidé d'organiser ce débat en deux parties. Dans un premier temps, nous entendrons les orateurs des groupes, puis le gouvernement. Nous procéderons ensuite à une séquence de questions-réponses. Je vous rappelle que la durée des questions, comme celle des réponses, est limitée à 2 minutes. Le premier inscrit est M. Hubert Wulfranc pour le groupe GDR et pour une durée de 10 minutes. Bonsoir, Monsieur le Président, bonsoir, Madame la Ministre, bonsoir, chers collègues. Bien, depuis la perte du statut d'établissement public d'EDF en 2004, la Commission européenne fait pression sur la France pour obtenir, dans le cadre du renouvellement des concessions, l'ouverture à la concurrence de nos installations hydroélectriques. En octobre 2015, la Commission, qui avait engagé une première procédure en 2006, a adressé à la France une mise en demeure mettant en cause, je cite, « les mesures étatiques qui, en faisant obstacle à l'entrée et à l'expansion de concurrents, ont pour effet de maintenir ou de renforcer la position dominante d'EDF. » Fermez les guillemets. Conformément aux orientations idéologiques libérales du chef de l'État, le gouvernement a fait lui-même de la privatisation de la gestion des barrages hydroélectriques l'une de ses priorités et ouvert une négociation à ce sujet avec Bruxelles portant sur l'ouverture complète à la concurrence des concessions qui viennent progressivement à échéance. Ces négociations, discrètes, font craindre le pire. En France, l'hydroélectricité représente environ 70 TWh par an, soit 12% de la production d'électricité hexagonale et plus de 60% de l'énergie renouvelable. Les centrales hydroélectriques françaises forment un ensemble d'ouvrages diversifiés comprenant des barrages de basse, moyenne et haute chute associés à des réservoirs et sont à cet égard un instrument de modulation de la production électrique, apportant ainsi une contribution majeure à la stabilité de notre système électrique lui-même. L'hydroélectricité est appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans un contexte de développement des énergies renouvelables non modulables que sont l'éolien et le solaire pour compenser les éventuels déficits de production liés à l'absence de vent ou de soleil. Nos installations sont aussi, bien évidemment, un instrument de gestion de ce bien commun qu'est la ressource en eau. Les 7 milliards de mètres cubes d'eau retenus par nos barrages sont un bien précieux pour l'agriculture, pour l'alimentation des populations en eau potable, pour l'industrie, pour le refroidissement de nos réacteurs nucléaires, pour le développement des activités de loisirs. Les ouvrages contribuent aussi à la prévention des risques, qu'il s'agisse de l'atténuation des crues ou, à contrario, du contrôle des étiages. Les services rendus par nos installations hydroélectriques excluent de se situer dans une logique d'exploitation gouvernée par la recherche de l'optimum de la production d'électricité. Un large consensus se dessine dans la population, comme parmi beaucoup d'élus locaux et nationaux, pour rejeter l'ouverture à la concurrence de ce secteur stratégique au plan économique, social et environnemental, qui s'adosse à un patrimoine financé de longue date par les Français et aujourd'hui largement amorti. Comme le soulignait notre collègue Marie-Hélène Battistel en avril 2018, dans les conclusions du groupe de travail relatif aux concessions hydroélectriques, l'hydroélectricité dépasse de très loin le seul cadre de la production d'énergie et recouvre de multiples enjeux. Elle apportera sa contribution éclairée au débat. L'injonction de Bruxelles
apparaît d'autant plus absurde que chez ceux de nos voisins qui ne disposent pas d'un régime concessif, la mise en concurrence n'a pas lieu d'être et n'a, de fait, pas été mise en œuvre. Le formalisme et le dogmatisme de la Commission européenne apparaissent donc une fois de plus en parfait décalage avec l'intérêt général, les exigences de la rationalité économique et de la promotion des biens communs. Il appartient à notre gouvernement de prendre ses responsabilités et de défendre à Bruxelles une alternative solide à la mise en concurrence. Les traités autorisent notre pays à organiser la fourniture de services en tant que service d'intérêt économique général, assorti ou non du droit exclusif ou spécial de gestion ou d'exploitation, sous réserve du respect des dispositions sur l'abus de position dominante. C'est l'option que nous privilégions et c'est une option dont le sérieux a été notamment établi par le travail d'expertise documenté conduit par la CGT Mines Énergie. Rien n'interdit aujourd'hui de désigner la production hydroélectrique comme un service d'intérêt économique général. Si les services d'intérêt économique général ont été au départ conçus comme l'exception à une règle, celle de l'application du droit à la concurrence, les États membres conservent un rôle majeur dans la détermination de ce que sont les missions d'intérêt général et dans la qualification de certaines activités de services d'intérêt économique général. Le contrôle par la Commission européenne et le juge européen de la définition de la mission est limité, de fait, au contrôle restreint de l'erreur manifeste d'appréciation et à la présence de 3 critères cumulatifs. Le caractère économique de l'activité, son caractère d'intérêt général et une définition précise des missions de service public confiées par la loi ou les règlements aux entreprises qui en assurent la gestion. Comme nous le savons, la qualification de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques en service d'intérêt économique général est une condition nécessaire mais pas suffisante pour assurer la protection de ces ouvrages et de leur exploitation contre les logiques de mise en concurrence. Il faut, en outre, doter le ou les entreprises qui en assurent la gestion et l'exploitation d'un droit exclusif ou spécial et pour cela démontrer que le bon accomplissement des missions d'intérêt général liées à l'hydroélectricité nécessite la désignation d'un ou de plusieurs opérateurs seuls en mesure d'accomplir ces missions. À cet égard, nous considérons que les opérateurs historiques que sont Électricité de France, la Société anonyme d'intérêt général Compagnie nationale du Rhône et la Société hydroélectrique du Midi sont les seuls aujourd'hui à offrir des garanties suffisantes en matière de gestion des risques sécuritaires, de soutien à l'économie et à l'emploi et de prise en compte effective de la diversité des usages de la ressource en eau. Ils sont également les seuls, selon nous, à pouvoir s'inscrire dans des logiques de long terme, conduire les investissements nécessaires pour accroître nos capacités en hydroélectrique. Nous disposons en effet d'un potentiel de 6 000 mégawatts selon les salariés supplémentaires ou de 3 000 mégawatts selon le gouvernement. Face aux risques engendrés par la mise en concurrence en termes de désoptimisation, de préservation de l'emploi et des atouts du système hydroélectrique français, y compris en matière de tarifs pour les consommateurs, il est aujourd'hui à la portée des autorités françaises de plaider en faveur d'une dérogation au principe de remise en concurrence. La simplicité pratique de la mise en œuvre d'une solution fondée sur l'existant et son intérêt en termes de politique énergétique française justifient pleinement qu'elle soit défendue devant la Commission européenne. C'est à l'évidence une question de volonté politique et c'est cette volonté politique qui est interrogée aujourd'hui au niveau gouvernemental. En tout état de cause, nous attendons du gouvernement qu'il clarifie sa position. L'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques ne rencontre en effet pas seulement l'opposition des salariés des entreprises attachés au caractère public des aménagements, mais de tous ceux qui, dans notre pays, sont attachés au service public et ne veulent pas livrer cet élément du patrimoine commun et de souveraineté à des sociétés énergétiques entièrement privées ou à des sociétés d'économie mixte où les collectivités seraient minoritaires. Le démantèlement programmé de ce précieux ensemble de productions construit au fil des décennies n'est pas acceptable, comme n'est pas acceptable non plus que le souci de rentabilité prime l'intérêt général et la grande diversité des usages et des enjeux qui entourent nos installations.
Alors que le réchauffement climatique appelle une meilleure concertation dans la gestion de l'eau et une ambition nouvelle en matière de développement des énergies renouvelables, il apparaît nécessaire que le gouvernement modifie radicalement ses orientations. À cet égard, il apparaît également indispensable que syndicats et parlementaires soient informés du contenu de la lettre de mission adressée à Jean-Bernard Lévy sur l'avenir du groupe EDF, qui intéresse de fait l'avenir d'une grande partie du parc de production hydroélectrique. Salariés et parlementaires ne sauraient être les otages de décisions qui se trament dans leur dos. Nous exigeons donc du gouvernement qu'il fasse désormais, en toute transparence, la clarté sur ses intentions. C'est pourquoi, parallèlement, nous proposerons aux différents groupes de notre Assemblée, dans la séquence qui s'ouvre, de co-construire une initiative parlementaire formalisée qui rassemble les volontés conjointes pour une solution durablement maîtrisée des exploitations hydroélectriques françaises. Merci, Madame la Ministre. Je vous remercie, Monsieur Wulfranc. La parole est maintenant à François-Michel Lambert pour 5 minutes et pour le groupe Liberté et Territoires. Chers collègues, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, poser l'avenir du secteur hydroélectrique, c'est s'interroger sur la transition énergétique ainsi que sur l'indépendance énergétique de notre pays. L'hydroélectricité est la première des sources d'électricité renouvelable en France. Elle assure 12% environ de la production d'électricité, contre 5% pour l'éolien et 2% pour le solaire. Ces seuls chiffres démontrent à eux seuls combien est méconnue cette forme d'énergie qui pourtant est au cœur de notre économie et représente pour la France un potentiel d'excellence. En effet, la richesse des massifs montagneux de notre pays lui ouvre des grandes capacités hydroélectriques. Les Alpes, les Pyrénées de ma collègue Jeanine Dubié, la Corse de mes amis députés, qui est, je le rappelle, une île-montagne, le Massif central constitue des territoires hydroélectriques en puissance. Vous-même, Madame la Ministre, êtes dans une circonscription d'origine impactée par la chaîne hydroélectrique du Verdon. Nos concitoyens le savent peu, mais l'hydroélectricité représente plus de 12% de la production électrique française, ce qui fait de notre pays le 3e pays européen en la matière derrière la Norvège et la Suède. Nous sommes 15e au rang mondial. L'hydroélectricité demeure le mode de production le moins cher, celui qui limite le plus et de loin les surcoûts de production d'électricité. De plus, avec un château en forme de montagne en pleine Méditerranée comme la Corse, l'hydroélectricité peut aider cette île à devenir autonome en énergie. Cette énergie entièrement renouvelable a la forme particulière de stocker l'énergie potentielle sous forme de réserve d'eau, donc convertissable ensuite de manière flexible et rapide en électricité. Or, nous le savons, l'accès à l'eau est aussi un des défis majeurs du XXIe siècle. En France, l'ensemble des réservoirs représente 7 milliards de mètres cubes d'eau utilisables pour l'agriculture, l'alimentation des populations en eau, l'industrie, les activités de loisirs. Les ouvrages contribuent aussi à la prévention des risques, qu'il s'agisse de l'atténuation des crues, réduisant ainsi le risque de crue dans une ville comme Auxerre, où on peut baisser de 40 à 20 cm, et dans une ville comme Paris, où on peut baisser de plusieurs centimètres le risque de crue. La responsabilité de ces réserves d'eau donne à EDF un rôle majeur dans la gestion de la ressource. Dans certaines vallées, l'hydroélectricité est même la dernière activité industrielle présente, jouant ainsi un rôle important d'aménagement du territoire, tout le sens du groupe Liberté et Territoires, de bien ancrer le développement dans les territoires. Un récent rapport parlementaire publié par notre collègue Adrien Morenas démontrait combien l'hydroélectricité emporte aussi un coût financier, 40 millions d'euros par an en investissement, mais entraîne aussi une perte de production récurrente estimée à 80 millions par an, soit au total un coût de 120 millions. Dans la suite de notre débat, ma collègue Jeanine Dubié, au nom du groupe Liberté et Territoires, vous interrogera, Madame la Ministre, sur cette ouverture à la concurrence. Je crois qu'il y a là un axe stratégique sur lequel la France doit rester incomparable. Toutefois, force est de constater que l'État français n'a toujours pas rempli ses obligations à l'égard de notamment la navigation. Sur le Rhin, elle emporte un gouffre financier pour EDF. Or, la France n'a jamais compensé le coût lié à la concession. Ainsi, les dépenses de fonctionnement directement liées à ce service de navigation sur le Rhin sont de l'ordre de 14 millions d'euros par an.
Nous devons un langage de vérité. La question de l'indemnisation des charges de service public doit être posée à l'occasion du renouvellement des concessions. En effet, 20% de la puissance du parc arrive à échéance et d'ici 2023, le renouvellement portera sur 150 aménagements, concernera toutes les régions hydrauliques sans que le droit de préférence prévu par une loi de 1919 puisse jouer. Effectivement, ce droit de préférence fut supprimé à l'occasion de différentes lois depuis 2006 et la loi sur l'eau afin de satisfaire aux demandes de la Commission européenne. Cette dernière exigeant désormais l'organisation systématique de mise en concurrence dans les procédures de renouvellement des concessions électriques. Or, force est de constater, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence, les choses semblent s'accélérer en direction de la mise en concurrence. Je ne reviendrai pas sur Aéroports de Paris et la Française des Jeux qui vont être mises en concurrence. Ce gouvernement continue à prendre le risque de brader nos services d'excellence. Au groupe Liberté et Territoires, nous sommes attachés à la souveraineté énergétique de notre pays. Soucieux de notre savoir-faire, nous ne pouvons rester silencieux. Cependant, nous ne pouvons pas non plus rappeler ce qu'est l'importance d'une chaîne hydroélectrique. C'est elle qui est source de production d'énergie électrique. Elle est aussi une formidable infrastructure pour apporter des réponses aux enjeux de ce XXIe siècle. Gestion partagée de l'eau, préservation de la biodiversité, économie circulaire, économie de la ressource, aménagement et des paysages dans le premier pays au monde en matière de tourisme. Nous devons préserver en même temps la souveraineté énergétique, mais aussi aller de l'avant sur ces enjeux et ces réponses. Je conclurai en disant que je laisse à ma collègue Jeanine Dubié développer ce sujet, mais en attendant, je souhaitais, en y associant tous mes collègues du groupe Liberté et Territoires, redire combien il nous importe de rentrer rapidement dans l'énergie du XXIe siècle, que l'hydroélectricité représente une opportunité, certes économique, mais aussi sociale, environnementale, de premier ordre. Nous devons faire attention à ne pas nous tromper dans nos choix. Merci. Je vous remercie. La parole est maintenant à M. Jean-Bernard Sempastous pour La République En Marche pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'occasion nous est donnée par le groupe JDR de débattre de l'avenir du secteur hydroélectrique qui est, à mon sens, trop peu souvent discuté entre nous. Pourtant, l'hydroélectricité joue un rôle majeur dans la transition énergétique de la France. Il s'agit de la première source d'énergie renouvelable. C'est une source d'énergie stratégique pour notre pays, grâce à ses capacités de stockage. Sa production permet d'équilibrer efficacement le réseau électrique national et européen. C'est même bien plus que cela, car les barrages hydrauliques façonnent nos territoires. Ils font partie de leur histoire, ils tiennent une place fondamentale dans leur développement, en montagne et dans leur ruralité. En réalité, sur ce sujet, l'attention se cristallise autour de la question du renouvellement des concessions hydroélectriques. Le droit français, en vigueur en conformité avec le droit européen, prévoit que les concessions hydroélectriques échues doivent être renouvelées par mise en concurrence. Ce n'est pas une volonté nouvelle. Le principe a été acté par les précédentes majorités. Il est inscrit dans la loi depuis 2006 et la loi de transition énergétique de 2015 a créé de nouveaux outils pour faciliter le renouvellement. Depuis la mise en demeure de la Commission européenne de 2015, aucun accord n'a cependant pu être obtenu. Environ, nous l'avons entendu, 150 concessions sur 400 doivent arriver à échéance avant 2023. Et pourtant, le processus est bloqué. Sur le terrain, l'inquiétude des salariés, des élus et des territoires est vive. Les négociations doivent se poursuivre dans le respect des lignes rouges. Renouvellement des seules concessions échues et égale concurrence. Une avancée doit être notée puisque la possibilité pour EDF de concourir semble admise. J'en profite pour conjurer quelques idées fausses souvent entendues. Le régime de la concession signifie qu'il n'y aura pas de privatisation des barrages. L'État est et restera le propriétaire des ouvrages. Et l'exploitation est encadrée par un cahier des charges. La reprise du personnel est en place et garantie par la loi de 2015. La remise en concurrence permettra d'optimiser la gestion de nos barrages et de relancer l'investissement tant attendu, tout en redistribuant des ressources financières vers les territoires. Toutefois, et je souhaite insister sur ce point,
les renouvellements doivent être bien préparés, main dans la main avec les collectivités et les territoires, pour prendre en compte les spécificités locales et la complexité du sujet hydraulique. Élu d'une circonscription de montagne, je sais l'importance de la concertation que les hydroélectriciens mènent avec les acteurs locaux, au vu des enjeux cruciaux qui existent dans les vallées autour des centrales. Conciliation avec la pêche, les sports d'eau vive, dialogue régulier avec les associations environnementales, contribution à la production de neige de culture pour les stations de ski, sans oublier la participation au soutien d'étillage. Cet enjeu est très important dans le contexte du réchauffement climatique pour se coordonner sur les besoins en irrigation. L'héritage historique des barrages est aussi à prendre en considération dans les liens avec les territoires, mais aussi pour l'emploi. Je pense notamment aux relations avec les sous-traitants. J'attire votre attention, Madame la Ministre, sur cette véritable complexité qui devra être concrètement intégrée au cahier des charges, dans leur définition et dans le suivi de la concession. Cette complexité invite également à réfléchir à la mise en place de formules partenariales sur les territoires entre opérateurs économiques qui pourraient rester majoritaires et autres acteurs publics au capital. Je pense en particulier aux collectivités. En conclusion, je souhaite revenir sur le potentiel de développement de cette filière qui existe, mais qui est insuffisamment valorisée dans notre politique énergétique. Sur les territoires, au-delà des concessions existantes, de nouveaux projets de centrales demandent à exister. Les opérateurs économiques et les collectivités sont force de proposition. Pourquoi ne pas lancer des initiatives publiques comme des appels d'offres pour leur permettre d'émerger? Pensons aussi à valoriser et à renforcer les compétences scientifiques et techniques des exploitants pour s'assurer de leur capacité en recherche et développement et en innovation. En effet, en plus d'être la première source d'énergie renouvelable, l'hydroélectricité est aussi une énergie d'avenir stratégique pour notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Martial Saddier pour le groupe Les Républicains pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'hydroélectricité est encore aujourd'hui la première énergie renouvelable électrique et surtout la deuxième source de production électrique française avec 67 TWh de production moyenne, soit la consommation de plus de 9 millions d'habitants. Dans certaines régions, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus largement dans le bassin Rhône-Méditerranée, ce ne sont pas moins de 60% de l'hydroélectricité nationale qui est produite. Elle a d'ailleurs donné naissance, et c'est nous, mes chers collègues, nos prédécesseurs, ce Parlement, qui a donné naissance à des aventures fabuleuses. Je voudrais penser à celles et ceux qui ont créé la Compagnie nationale du Rhône, la fameuse CNR, dans cet hémicycle, qui déjà à l'époque parlait de l'hydroélectricité, mais pas seulement, de la notion de multi-usage de l'eau. Contrairement à l'électricité qui n'est pas stockable, l'hydroélectricité peut être facilement mobilisable dans l'ordre de 10 minutes ou du quart d'heure, en cas de pic de consommation, je pense notamment à l'hiver, ou en cas de problème d'incident sur le réseau électrique. L'énergie est également stockée. On parle, le PIA 3 finance des projets de recherche sur les batteries. Les premières grandes batteries, ce sont les barrages, avec les STEP, les fameuses stations de pompage qui permettent la nuit de remplir de nouveau et de quelque part de créer les plus grandes batteries électriques qui existent actuellement sur notre territoire. Si la constitution des grands barrages à l'époque était essentiellement animée par la production d'hydroélectricité et donc d'électricité, les temps ont bien changé. L'hydroélectricité joue également un rôle important, bien évidemment dans la ressource en eau et dans la gestion de ces grands barrages historiques, mais depuis longtemps, alors qu'ils ont été à une époque montrés du doigt sur l'impact environnemental, la production hydroélectrique n'est pas la seule préoccupation de ces grandes infrastructures. En effet, aujourd'hui, il est tenu compte de la protection des milieux aquatiques, de passes à poissons, de dispositifs de franchissement des cours d'eau, de délivrance de débits réservés. Et dans les mandatures précédentes, nous avons augmenté les débits réservés dans les cours d'eau, la participation au plan de restauration d'espèces piscicoles en voie de disparition, mais je pourrais rajouter aussi la gestion des matériaux solides pour préserver le profil en long
de la rivière, la sécurisation des lâchers d'eau, les débits d'étiage, ils ont été évoqués par d'autres collègues, l'alimentation en eau potable ou encore, ce qui est très peu connu, notamment dans les endroits où il y a des événements cévenols, le rôle d'écrêteur de crues, extrêmement important pour faire face à l'évolution de notre climat. Tout ceci s'est fait au fil du temps et se fait en lien étroit avec les collectivités territoriales. Ma première remarque, mes chers collègues, c'est que nous souhaitons bien évidemment qu'à la fin des concessions, s'il y a renouvellement et s'il y a remise en concurrence, c'est que le cahier des charges devra intégrer l'ensemble de ces enjeux qui ont été intégrés par l'opérateur historique sur les dernières décennies. Nous défendons au groupe Les Républicains, tout d'abord, la modernisation de ces installations, puisque nous savons aujourd'hui que tout simplement en modernisant un certain nombre d'installations, nous pouvons obtenir plus de potentiel hydroélectrique. Et puis, nous souhaitons au cas par cas, lorsque les acteurs locaux, y compris les acteurs environnementaux, l'acceptent, eh bien, poursuivre le développement de l'hydroélectricité. L'hydroélectricité doit faire face, comme dans beaucoup de secteurs, à une norme fiscale et environnementale quelque peu inflationniste. Rappelons que la fiscalité représente un tiers du coût de l'électricité, aujourd'hui de l'hydroélectricité. Donc nous souhaitons, à chaque fois que cela est possible, que nous puissions le développer. Il y a des exemples dans ce pays où, à travers les SAGE, notamment et les clés de SAGE, nous trouvons, avec les associations environnementales, les équilibres nécessaires. Nous regrettons au groupe Les Républicains que dans le projet de la PPE, il y ait, alors que le potentiel est de 2 gigawattheures, il y ait simplement que 1 gigawatt de capacité supplémentaire qui soit affiché par le gouvernement, semble-t-il, d'ici à 2038. Enfin, je voudrais, comme d'autres collègues, profiter de cette soirée pour parler du renouvellement des concessions. Il ne faudrait pas que l'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques conduise à une multiplication des acteurs et ainsi un démantèlement de la production hydroélectrique, alors que ce secteur est l'un de nos fleurons. Il ne faudrait pas non plus qu'elle mette fin à la gestion coordonnée des ressources en eau, aux efforts déjà réalisés dans ce domaine. Comment ne pas voir que l'objectif recherché par certains nouveaux concessionnaires soit davantage la rentabilité de leurs investissements plutôt que les intérêts en matière de gestion globale de l'eau et surtout de sécurisation des ouvrages. Nous demandons très clairement qu'au regard des enjeux de l'évolution du climat et des enjeux sur l'eau, Madame la Ministre et mes chers collègues, au moment où nous parlons d'évolution du climat, que les grands réservoirs d'eau devraient être considérés comme un patrimoine stratégique de la nation. Un patrimoine stratégique de la nation. Nous demandons très clairement que la filière hydroélectrique soit considérée comme une grande filière industrielle avec un potentiel d'avenir, et j'en termine, Monsieur le Président, et d'évolution technologique liée notamment au capital humain fantastique des opérateurs hydroélectriques depuis plus de 50 ans dans notre pays. Enfin, que leur gestion, elle doit être effectuée en cohérence à l'échelle des bassins versants. Il n'est pas pensable, Madame la Ministre, que les bassins versants et qu'un cours d'eau dangereux soit saucissonné. La France ne peut pas être le seul pays en Europe et quasiment dans le monde à brader son potentiel hydroélectrique. Et puisque dans quelques semaines, nous avons un rendez-vous électoral, eh bien la position des Républicains est très claire sur ce point. Je vous remercie. Nous passons pour le groupe MoDem à Monsieur Jimmy Pahin, pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaiterais commencer mon propos en adressant mes remerciements au groupe GDR pour l'opportunité qui nous est donnée, grâce à vous, de débattre sur l'hydroélectricité, l'une des composantes majeures, peut-être principales, d'un mix énergétique durable. Je distinguerai 2 enjeux afférents à la production d'énergie hydraulique, celui d'abord du renouvellement des concessions, dont la puissance est supérieure à 4,5 MW, celui ensuite du potentiel du développement de la petite hydroélectricité. Les concessions hydroélectriques d'une puissance supérieure à 4,5 MW doivent être mises en concurrence, comme nous l'impose le droit européen. Je ne reviendrai pas sur le contexte, dont les grandes lignes ont d'ores et déjà été exposées. Il nous faut cependant rétablir quelques vérités, car s'il est concevable de critiquer l'obligation de mise en concurrence, il est tout à fait inexact de parler de privatisation. En effet, le renouvellement des concessions ne modifie en rien la propriété des ouvrages et donc leur appartenance au domaine public. Par ailleurs, il est vain de condamner par principe les fondements de la libre concurrence. Intéressons-nous davantage au cas présent, dans ce qu'il a de singulier. Intéressons-nous à ses caractéristiques et enjeux propres. La mise en concurrence des concessions hydroélectriques
doit être appréciée au regard de l'intérêt général et des exigences du service public. À ce titre, je souhaiterais vous entendre, Madame la Ministre, sur un certain nombre de points qui posent question. La mise en concurrence est-elle pensée dans l'intérêt du consommateur? Autrement dit, la multiplication des opérateurs dans le secteur hydraulique ne risque-t-elle pas de tirer les prix de l'électricité vers le haut? La mise en concurrence se fait-elle ensuite dans l'intérêt du contribuable? Quel est donc le coût financier attendu du transfert des concessions à d'autres exploitants? La mise en concurrence respecte-t-elle également l'intérêt du citoyen? Il est question ici de l'indépendance énergétique de la nation, du contrôle nécessaire public des biens communs et du rôle de l'État dans la mise en œuvre de la transition énergétique. Enfin, la mise en concurrence est-elle de nature à contrarier les droits des usagers de l'eau? Au-delà des considérations énergétiques, gestion de l'eau intéresse par exemple le devenir des activités nautiques établies en aval et en amont. En somme, Madame la Ministre, il importe que vous puissiez rassurer tous les acteurs du secteur sur les bénéfices attendus de l'ouverture à la concurrence des concessions d'hydroélectricité, notamment en termes d'investissement et de relance de l'économie, ainsi que ceux qui y voient un démantèlement du service public. L'inquiétude est d'autant plus grande que la loi de transition énergétique offre plusieurs possibilités pour pallier à cette demande d'ouverture à la concurrence, telles que, comme cela a été dit précédemment, la prolongation des concessions sous conditions de travaux qui pourraient permettre de prendre en compte les investissements réalisés pour la modernisation des ouvrages. Par ailleurs, il faut distinguer la grande et la petite hydroélectricité. Si l'on considère cet ensemble, nous avons là un panel d'acteurs qui remettent en cause la position dominante d'EDF. J'en viens donc maintenant à mon second point, le potentiel de la petite hydroélectricité, et en particulier de l'énergie hydrolienne. La programmation pluriannuelle de l'énergie s'en désintéresse car la technologie n'est pas encore mature et qu'aucune filière n'est aujourd'hui suffisamment structurée. En témoigne en 2018 la fermeture prématurée par Naval Group de son site de Cherbourg. Pour autant, des projets sont menés et des expérimentations sont en cours sur la rivière d'Etel ou encore sur le Rhône près de Lyon. Toutes deux sont d'ailleurs soutenues financièrement par l'Union européenne à travers les régions. Alors, Madame la Ministre, comment soutenir cette filière en simplifiant les procédures et en lui accordant un tarif de l'électricité plus attractif, dit H16 par exemple? Il en est de même de la petite hydroélectricité en général, notamment de basses chutes au fil des rivières, pour laquelle des solutions innovantes et validées existent désormais, notamment pour préserver les continuités écologiques et les passes à poissons. Elle est également ignorée par la PPE, alors qu'elle représente un potentiel énergétique considérable mis en évidence dans le rapport d'Ambrine en 2006 et resté sans effet à ce jour. À titre d'exemple, les associations des moulins ont évalué le potentiel de production des seuls moulins à eau à l'équivalent d'un demi-réacteur nucléaire. J'ai pour ma part la conviction que l'hydrolien et la petite hydroélectricité peuvent contribuer à l'autonomie énergétique des zones non interconnectées au réseau d'électricité, telles que les îles de la métropole et de l'outre-mer. Certaines îles sont encore très dépendantes au fioul et cherchent à s'en défaire. Je pense à Molène, à Saint, à Ouessant. Ces ressources d'énergie auraient notamment l'énorme avantage, en plus de soutenir la transition énergétique, de se fondre dans le paysage et d'échapper, contrairement à l'éolien, aux justes contraintes de la loi littorale. J'en termine, Monsieur le Président. Ainsi, Madame la Ministre, il importe que la France accorde par votre intermédiaire, tout en tenant compte des leçons de l'échec de Cherbourg, un concours au développement de l'énergie hydraulique qui représente une énergie maritime formidable dans le mix énergétique, en particulier dans les zones non interconnectées et à l'export. Merci. Je vous remercie, chers collègues. Nous passons maintenant à Madame Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste et apparenté pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je voudrais d'abord remercier le groupe GDR d'avoir bien voulu proposer à l'ordre du jour de notre Assemblée ce débat sur l'avenir du secteur hydroélectrique. Certains jugeront peut-être ce sujet technique, anecdotique ou éloigné des préoccupations quotidiennes exprimées par les Français, notamment en cette période d'urgence sociale et démocratique.
J'ai pour ma part la faiblesse de penser qu'il s'agit d'un débat éminemment politique, au sens le plus noble du terme, déterminant sur le fond comme sur la forme. Un débat de fond qui non seulement touche au quotidien des Français, qui interroge notre vision de la transition énergétique et donc de l'avenir, mais qui est également révélateur de la manière dont nous concevons l'action publique. Ces dernières années, notre Assemblée s'est saisie à plusieurs reprises de ce sujet. À chacun de nos débats, sans dogmatisme, nous avons conclu à l'importance du service public de l'hydroélectricité, à la nécessité de la sécurité de tous, au caractère primordial de la maîtrise de l'eau. Nous avons à chaque fois, et bien au-delà de nos sensibilités politiques, rappelé que l'hydroélectricité est à la fois un patrimoine national, tout autant qu'une chance pour le mix énergétique français et la transition énergétique. Tout cela, nous l'avons dit, à l'occasion du rapport d'information de la Commission des affaires économiques que j'avais présenté avec mon collègue Éric Stroman sur l'hydroélectricité en 2013. Nous l'avons rappelé dans la loi pour la transition énergétique et pour la croissance verte adoptée en 2015 et nous l'avons encore réaffirmé devant la Commission des affaires économiques lors des conclusions du groupe de travail relatif aux concessions hydroélectriques que j'ai eu l'honneur de présider en 2018. Je ne reviendrai donc que brièvement sur ce qui semble sonner à l'oreille de beaucoup comme une évidence. Le maintien du caractère public de nos concessions hydroélectriques est une nécessité. Si nous devons sauvegarder ce caractère public de ce patrimoine, ce n'est pas seulement parce que l'hydroélectricité est vertueuse, parce qu'elle est la première source de production d'énergie renouvelable, ce n'est pas seulement parce qu'elle contribue à équilibrer le mix énergétique tout en augmentant la part des énergies renouvelables, ce n'est pas seulement parce qu'elle représente 25 000 emplois directs et indirects, ce n'est pas seulement parce que nous avons le devoir d'assurer la gestion des crues, la sécurité des riverains et des milliers de personnes qui peuplent les bassins versants, ce n'est pas seulement parce que pour sa capacité de stockage et sa flexibilité, qui sont indispensables à l'intégration des autres énergies propres et qui sont toutes intermittentes, ce n'est pas seulement parce qu'elle nous permet de contribuer à l'indépendance énergétique de notre pays. C'est bien sûr pour tout cela, mais aussi pour le service public de l'eau, le multi-usage de l'eau et les rôles propres des barrages sur nos territoires. L'hydroélectricité joue en effet un rôle crucial sur le multi-usage de l'eau en matière d'irrigation agricole, de soutien d'étiage ou encore de tourisme. Je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà dit et je le répète ici avec force. La gestion des concessions ne doit pas être abordée sous le seul angle de la production d'énergie, ce serait une erreur, mais bien en prenant compte l'ensemble des aspects qu'elles concernent et notamment le bien commun qu'est l'eau. Nous devons nous interroger, chers collègues, alors que chacun reconnaît la nécessité d'augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique, est-il sérieux pour notre pays de se séparer de la gestion de l'outil hydroélectrique? Est-il acceptable de donner les clés de notre sécurité, de l'usage de l'eau, à des entreprises dont la recherche de rentabilité s'accompagnerait mal de l'intérêt général? Est-il équitable, enfin, d'ouvrir des procédures de mise en concurrence ne reposant sur aucun principe de réciprocité? Accepterons-nous, si je nous pose ici la question, de confier ainsi l'exploitation de nos ouvrages à des entreprises étrangères, alors même que dans leur pays d'origine, nos entreprises françaises ne seraient pas autorisées à concourir? Personne ne semble vraiment contester cela. Nous devrions donc avoir peu de difficultés à en tirer des conclusions communes et à proposer tous ensemble, de manière volontariste, des solutions pour garder ces concessions dans le giron public et ne pas engager la mise en concurrence. L'hydroélectricité, qui repose sur deux biens communs, l'eau et l'énergie, relève davantage du service public que du service marchand. C'est une évidence. Par ailleurs, la mise en concurrence adressée à notre pays est de moins en moins justifiée. Elle repose sur la dénonciation de la situation dominante d'EDF, situation qui se réduit de fait chaque mois avec l'ouverture du marché de détail et la montée en puissance des énergies renouvelables, portées majoritairement par des opérateurs concurrents, ce qui réduit mécaniquement sa part de marché. En conclusion, je souhaiterais, Madame la Ministre, que nous puissions convenir ici que la mise en concurrence de nos barrages n'est pas une fatalité. Il ne s'agit pas pour nous de dire que le combat serait gagné d'avance, que la seule volonté de la République française suffirait à convaincre les instances européennes. Mais nous, députés socialistes, restons persuadés que pour gagner le combat pour le service public de l'énergie, il faut le mener.
Nous refusons de baisser la garde ou d'accepter cette fatalité dogmatique. Nous refusons de nous contenter de la vigilance gouvernementale qui ferait d'une mise en concurrence opérée par paquet une victoire pour, je cite, limiter les dégradations sociales. Nous refusons de prendre la responsabilité de fragiliser une filière reconnue dans le monde entier, portée par nos opérateurs historiques, qui a fait preuve de son efficacité énergétique et qui reste une vitrine de l'excellence industrielle et énergétique française. Merci Monsieur le Président. Merci, je vous remercie. Nous passons la parole à Madame Lise Magnier pour le groupe UDI, Agir et Indépendants pour une durée de 5 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, notre séance ce soir porte effectivement sur l'avenir de l'hydroélectricité dans notre pays et ce n'est pas un sujet mineur. Cela a été dit par mes collègues. L'hydroélectricité constitue une part importante dans le mix électrique français, représentant 10 à 12% de l'électricité au niveau national et 61% de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables en France. Cela en fait la première source d'électricité renouvelable, l'éolien ne représentant que 5% de l'électricité en France, le solaire 2% et les bioénergies 1,5%. À l'échelle de l'Europe, 16% des besoins électriques sont pourvus par l'hydroélectricité, ce qui fait de la France l'un des premiers pays européens producteurs d'hydroélectricité après la Norvège. Notre pays compte sur son territoire 2300 concessions hydroélectriques de taille et de puissance très diverses. 40% de l'hydroélectricité est fournie par des ouvrages installés sur les lacs, 26% par les stations de transfert d'énergie par pompage. Le principal objectif de la programmation pluriannuelle de l'énergie est de développer la production du parc hydraulique existant et de l'étendre avec l'installation de centrales hydroélectriques sur des barrages existants qui n'en sont pas encore équipés. Cependant, le secteur de l'hydroélectrique rencontre encore quelques difficultés qui freinent son développement. Au niveau de la réglementation européenne tout d'abord, avec la directive cadre sur l'eau, adoptée en 2000 et transposée en 2004 dans notre loi française. Cette réglementation a eu un fort impact sur la protection des cours d'eau, avec le classement de nombre d'entre eux sur la liste 1 qui interdit la dégradation de la continuité écologique par la création de nouveaux obstacles à cette continuité. Cette réglementation environnementale bloque alors de nombreux projets hydroélectriques sur notre territoire. Cela a également été dit, l'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques constitue également un frein au développement de nouveaux projets hydroélectriques. 150 d'entre elles arriveront à échéance d'ici 2023 et le changement de concessionnaire suscite de nombreuses inquiétudes, notamment chez les salariés de ces concessions dans un secteur qui emploie 25 000 personnes sur notre territoire. Il est impératif de sortir de cet enlisement afin de lever un obstacle important à l'installation de nouveaux projets hydroélectriques, puisque ce climat d'inquiétude n'encourage pas leur développement. Les acteurs de la filière hydroélectrique connaissent également une hausse des taxes locales depuis plusieurs années. Ces dernières ont augmenté jusqu'à 10 € par mégawattheure, ce qui correspond à un tiers du prix de vente, alors même que le prix de l'électricité a baissé de 30% depuis 2010. Enfin, le secteur hydroélectrique a rencontré une diminution de sa production de 18% en 2017 en raison d'un déficit d'eau supérieur à 10% en moyenne sur le territoire cette année-là par rapport à la précédente. Ainsi, chute de la pluviométrie, mais aussi baisse du prix de l'électricité et pression de la fiscalité, ainsi que des réglementations environnementales sont autant d'obstacles à la production d'hydroélectricité sur notre territoire. Il est donc nécessaire, Madame la Ministre, que l'ensemble des acteurs affichent davantage de cohérence pour un développement optimal. Mais un meilleur développement de l'hydroélectricité sur notre territoire passerait également par la croissance des installations de petite et de micro-hydroélectricité. L'hydroélectricité, dite petite et micro, peut se définir comme la production d'une électricité propre, sans déchets dans les cours d'eau, sans pollution de l'air, ni émission de CO2, ni consommation d'eau, grâce au turbinage du fil d'eau. Et la loi permet à chacun d'exploiter une petite centrale hydroélectrique pour sa propre consommation en électricité ou pour sa vente. Les installations de microélectricité s'adaptent aussi bien à un point d'eau qu'à une rivière ou un cours d'eau privatif et produisent une électricité stable. Si l'investissement dans une microcentrale peut s'avérer coûteux, il est rentable sur le long terme, puisque les turbines utilisées résistent plusieurs dizaines d'années sans devoir être changées.
Mais aujourd'hui, les obstacles réglementaires et de procédure sont, eux, insurmontables. Je citerai l'exemple de ma ville de Châlons-en-Champagne, 2 ans et demi pour obtenir l'autorisation d'installer une microcentrale hydroélectrique. Dans la mesure où, à travers la programmation pluriannuelle de l'énergie, le gouvernement s'est engagé à atteindre 40% d'énergie renouvelable dans le mix électrique, il serait judicieux d'encourager encore davantage le développement de la petite et de la micro-hydroélectricité en facilitant les procédures et en levant les freins existants et que vous avez certainement identifiés. Il paraît ainsi important de multiplier les sources de l'hydroélectricité et surtout de permettre son développement en rassurant les acteurs. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Magnier. Nous passons la parole à Madame Caroline Fiat pour la France Insoumise et pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre, peut-on encore croire aux vertus salvatrices de la privatisation de nos biens publics dans les montages publics-privés? Peut-on encore le croire un seul instant? Les sites hydroélectriques sont la limite à ne pas franchir. Transférer les gains d'une infrastructure que nous avons payée et financée collectivement et actuellement rentable à des sociétés privées est une impasse économique et écologique. Avec actuellement 662 barrages qui stockent 75% des réserves en eau douce de surface, ils sont la première source d'énergie renouvelable. Ils produisent 12% de l'électricité de notre territoire et totalisent 2,5 milliards d'euros annuels d'excédent brut. Je tiens aussi à souligner que l'hydroélectricité est au cœur d'un système écodynamique dans plusieurs régions de France, indissociable donc de l'agriculture, l'industrie, le tourisme et essentiel pour l'approvisionnement en eau potable. C'est donc un secteur hautement stratégique. Votre dite trahison écologique est fondée sur le tout électrique. Passons les problèmes techniques et économiques pour en venir à la question de l'électricité. Sur un parc automobile de 36 millions de véhicules qui seraient tout électriques, cela équivaudrait à 10 ou 15 nouveaux réacteurs nucléaires selon les calculs de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies. Comment pouvez-vous envisager de privatiser la première ressource d'électricité renouvelable tout en voulant des voitures électriques et réduire le nucléaire ? Après des décennies de négociations avec Bruxelles, vous n'avez pas simplement cédé, mais vous avez accéléré les demandes européennes. Là où les gouvernements précédents temporisaient, vous sautez à pieds joints dans les demandes de la Commission. Pourtant, vous auriez pu suivre l'exemple de la Slovénie en constitutionnalisant les barrages comme un grand service public de l'eau afin de s'éviter toute interférence de la part de la Commission européenne. Pour vous, c'était trop. Il fallait mettre fin à l'abus de position dominante d'EDF, incompatible avec l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mais le comble, c'est que le premier lot concerne les barrages les plus rentables et d'emblée, vous empêcherez EDF de postuler à plus de 60% d'un lot hydraulique. Pour information, chaque année, EDF investit 400 millions d'euros dans le renforcement de ces structures. Exclure l'entreprise publique d'un grand nombre d'appels d'offres, c'est se passer d'une expérience de terrain de 75 ans et maximiser les risques de catastrophe. Donner la gestion des barrages à des opérateurs aura des conséquences néfastes et multifactorielles. Mais comme à votre habitude, vous vous évertuez à tenir un double discours. M. Macron, dans sa lettre aux Européens, dit vouloir, je cite, ouvrez les guillemets, « refonder notre politique commerciale, sanctionner ou interdire en Europe les entreprises qui portent atteinte à nos intérêts stratégiques et nos valeurs essentielles, comme les normes environnementales, la protection des données et le juste paiement de l'impôt, fermez les guillemets. Personne d'autre que vous ne porte atteinte à nos intérêts stratégiques. Le mythe des bienfaits de la privatisation ne trompe personne et surtout pas dans le domaine de l'hydroélectricité, puisque même des pays comme les États-Unis, pourtant à la pointe du libéralisme économique, sont revenus sur leur choix en abandonnant la libéralisation de la gestion de leurs barrages hydroélectriques. D'autre part, il suffit de voir les exemples de vos prédécesseurs sur ces manœuvres de privatisation pour comprendre que tout ceci se traduit par une perte en pouvoir d'achat pour nos concitoyens.
À l'exemple de la privatisation des autoroutes en 2006 au profit de Vinci, Eiffage et j'en passe, dont la rentabilité bat des records, entre 20 et 24% du chiffre d'affaires, ce qui a permis à leurs actionnaires d'encaisser 14,9 milliards d'euros de dividendes entre 2006 et 2013. En 2014, l'autorité de la concurrence disait que cette rentabilité exceptionnelle n'apparaît justifiée ni par leurs coûts ni par les risques auxquels elles sont exposées. Elle préconisait alors la révision du mécanisme d'indexation des tarifs des péages qui avait fortement augmenté et d'obliger les sociétés d'autoroutes à réinvestir leurs bénéfices et à les partager avec l'État. Mais cela est impossible vu que les concessions arrivent en échéance entre 2027 et 2035. L'État n'a aucun moyen de pression puisque les contrats signés avantagent les entreprises privées. C'est une liquidation de nos services publics que vous orchestrez au détriment de l'intérêt général, aéroports, autoroutes, stationnements, ports, trains et maintenant les barrages. De plus, au vu des transformations climatiques prévues dans les prochaines décennies, l'eau sera l'objet de tensions, notamment à cause des sécheresses, et ceci risque d'induire à long terme des contraintes sur les ressources en eau. Comment allons-nous assurer un apport en eau à un coût juste pour nos concitoyens, là où l'opérateur privé cherchera à maximiser ses gains dans un contexte de changement climatique? L'augmentation des prix des autoroutes est un parfait exemple que la logique de privatisation des biens publics est une atteinte fondamentale aux intérêts vitaux de notre pays, de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Madame la ministre, vous avez la parole. Messieurs les députés, vous le savez, le gouvernement soutient pleinement la production d'hydroélectricité. Et pour une raison simple, et vous l'avez d'ailleurs tous souligné, mesdames et messieurs, dans votre discours, eh bien parce que c'est notre première source de production d'électricité renouvelable. Elle est essentielle à la fois pour le service d'électricité national, mais aussi pour nos objectifs d'énergie renouvelable, mais aussi pour le développement économique local. Ça fait beaucoup de raisons. Un exemple, le bilan de l'année 2018 publié récemment par RTE indique à ce titre que l'hydroélectricité a permis de produire 68 TWh en 2018, l'équivalent de 14% de notre consommation d'électricité. Le maintien et le développement de cette ressource, dans le respect des enjeux environnementaux, sont donc indispensables pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques ambitieux que notre pays s'est fixés. Le projet de révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie donne de la visibilité au développement de cette filière. D'abord, en faisant le point sur le potentiel technique restant. Surtout aussi en fixant des objectifs de développement ambitieux. Et le gouvernement souhaite ainsi atteindre de 26,4 à 26,7 gigawatts de puissance installée en 2028. Donc vous voyez que nous avons une ambition pour l'hydroélectricité en France. Et il est prévu que ces objectifs soient atteints grâce à l'optimisation, grâce aussi au suréquipement de barrages existants, mais aussi, dans une moindre mesure, via l'équipement de quelques nouveaux sites de puissance moindre. Je pense notamment à la petite hydroélectricité. Vous en avez aussi tous beaucoup parlé ce soir. Elle fait ainsi l'objet, au même titre que les autres filières renouvelables, d'un constant soutien du gouvernement via, d'une part, un arrêté tarifaire pour les plus petites installations et, d'autre part, via des appels d'offres de 35 MW lancés chaque année par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Mais le principal enjeu de cette filière reste celui du renouvellement des concessions hydroélectriques. Parce qu'à la différence des autres pays où les installations hydroélectriques appartiennent aux exploitants privés, en France, les grandes installations sont exploitées sous le régime des concessions. Ce régime permet un contrôle fort au travers de la réglementation et du contrat signé entre l'État et le concessionnaire, garantissant ainsi le respect de l'intérêt public. Le droit français, en conformité avec le droit européen, prévoit que les concessions hydroélectriques échues doivent être renouvelées par mise en concurrence. La loi de transition énergétique, votée sous le gouvernement précédent, avec le soutien de députés
ici présent, a introduit plusieurs mesures capables de garantir le respect de l'intérêt public lors de ces renouvellements. Je pense notamment à la possibilité pour les collectivités locales d'être associées à la concession dans le cadre d'une société d'économie mixte hydroélectrique, mais aussi à l'option de regrouper des concessions hydrauliquement liées pour faciliter leur exploitation, ou encore aux dispositions de protection des salariés des concessions. Comme vous le savez, comme vous l'avez tous souligné, comme vous avez tous insisté sur cette question-là, à juste raison, eh bien, la Commission européenne a adressé en 2015 une mise en demeure aux autorités françaises au sujet des concessions hydroélectriques. Les gouvernements successifs ont contesté les fondements de cette mise en demeure, mais ont mené de nombreux échanges avec la Commission européenne afin de parvenir à une solution partagée. Parce que nous voulons une mise en œuvre équilibrée des dispositifs existants dans le droit français. La Commission européenne n'a pas validé les différentes propositions faites. La Commission européenne n'a pas non plus formulé de contre-propositions que nous pourrions juger acceptables. Néanmoins, le gouvernement souhaite poursuivre les discussions dans le même état d'esprit, à savoir celui de la prise en compte de l'ensemble des enjeux et de l'intérêt public. L'objectif est d'aboutir à une sortie du statu quo. Parce qu'aujourd'hui, il nuit aux investissements dans le secteur et il est une source d'incertitude pour les entreprises, pour les salariés, pour les collectivités aussi. Mais ça ne peut pas se faire que dans une approche, mais cela ne peut se faire, uniquement dans une approche équilibrée, dans le respect des points qui sont pour nous intangibles et que nous devons respecter à tout prix. Il ne peut être par exemple question d'interdire à EDF de candidater au renouvellement de ses propres concessions, de la défavoriser, ni de mettre en concurrence des concessions non encore échues. Vous l'aurez compris, le renouvellement des concessions est une politique nationale que nous souhaitons mener de manière stratégique, notamment pour optimiser la gestion de nos barrages et y relancer l'investissement, tout en redistribuant des ressources financières vers les territoires par de nouvelles redevances. Parce que j'insiste, il ne faut pas oublier que les barrages appartiennent à l'État et qu'ils demeureront propriété de l'État. Enfin, j'ai bien conscience que des inquiétudes se propagent parmi les salariés et aussi chez certains élus. Je tiens donc à vous rassurer sur le cœur de notre démarche. Nous nous attacherons d'une part à informer régulièrement les acteurs sur l'avancée des concessions, d'autre part à ce que ce processus ne puisse pas mener à une dégradation sociale ou territoriale, et troisièmement, de même aussi, nous attacherons à respecter les préoccupations de sécurité qui sont fondamentales pour nous et qui le resteront. D'ailleurs, une réglementation exigeante s'applique déjà sous le contrôle de l'État via les DREAL et sera un impératif, un prérequis non négociable. Cette réglementation a d'ailleurs été renforcée par un arrêté ministériel national qui a été pris l'an dernier. Par ailleurs, les cahiers des charges des concessions permettent et permettront de prendre en compte les enjeux d'intérêt général liés aux usages de l'eau, du soutien d'étiage et à la protection de l'environnement. C'est un impératif de l'État auquel nous souhaitons associer étroitement les collectivités. C'est donc à ces conditions-là, et uniquement à ces conditions-là, que l'hydroélectricité pourra jouer tout son rôle dans la transition énergétique et le développement des territoires. Et je sais ici que vous partagez les préoccupations du gouvernement et qu'il s'agit là de la défense de l'intérêt général. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Chers collègues, nous en venons aux questions, en commençant par la question de M. Gabriel Serville pour le groupe GDR. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Président. Madame la Ministre, chers collègues, alors que les gouvernements précédents ont tous cherché à gagner du temps face aux pressions de Bruxelles, je pense notamment à la proposition pertinente de la collègue Delphine Batho de créer des SEM pour opérer nos barrages, voilà que vous vous apprêtez à plier sous l'Europe de l'argent en ouvrant nos 150 plus grands ouvrages hydroélectriques à la concurrence. Je ne vais pas rappeler les chiffres, d'autres l'ont déjà fait avant moi. Par contre, je tiens à manifester ma profonde opposition à ce qui ressemble fort à un non-sens stratégique et économique. En effet, vous n'espérez tirer que 520 millions d'euros de redevances annuelles, tandis qu'actuellement, l'excédent brut annuel des concessions est de 2,5 milliards d'euros, dont la moitié revient aux collectivités territoriales. En réalité, les réformes envisagées diviseront par 5 l'argent dans les caisses publiques. Et je vous fais grâce des questions posées en matière de sécurité, alors que plusieurs ouvrages présentent des risques sérieux, souvent en raison de leur grand âge.
Les investisseurs auront-ils envie d'investir pour les entretenir convenablement quand on sait que EDF dépense 400 millions d'euros par an dans le renforcement de ces ouvrages? Il y a de quoi s'inquiéter quand on voit le fonctionnement des réseaux de distribution d'eau, des autoroutes et plus généralement de la vaste majorité des infrastructures dont la gestion et la maintenance ont été confiées à des privés. En Guyane, je suis particulièrement préoccupé par le barrage de Petit-Saut, premier barrage de France en surface d'ennoiement, qui alimente les 3/4 des foyers du littoral et représente 55% de la production électrique territoriale, avec des coûts de production les plus élevés de France. Madame la ministre, pouvez-vous me préciser si le projet d'ouverture à la concurrence inclut également les ouvrages des Outre-mer? Si oui, qu'en sera-t-il de l'avenir du barrage de Petit-Saut? Par ailleurs, puisque c'est de l'avenir du secteur hydroélectrique dont nous débattons ce soir, pouvez-vous nous indiquer votre position sur le projet Ecocide d'un second barrage hydroélectrique en Guyane? Je vous en remercie. Je vous remercie. Madame la ministre, en vous rappelant que les réponses sont de 2 minutes également. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Serville, je me demande si vous étiez dans la pièce quand j'ai fait mon discours introductif. Je ne vais pas revenir dessus, mais je vous conseille de le revisionner à nouveau. Je pense que ça nous permettra de commencer à discuter sur de bonnes bases. En ce qui concerne la Guyane précisément, l'hydroélectricité joue déjà un rôle très important dans ce territoire puisqu'elle représente plus de la moitié de la production électrique, avec notamment le grand barrage de Petit-Saut. Un second grand barrage hydroélectrique aurait un certain intérêt pour le système électrique guyanais, mais il nécessiterait une attention toute particulière quant à son impact environnemental, compte tenu des enjeux spécifiques à ce territoire. C'est pourquoi la programmation pluriannuelle de l'énergie guyanaise actuelle a prévu la réalisation d'études sur les potentiels techniques de l'hydroélectricité et une étude aussi sur l'opportunité d'un second grand barrage, je cite, au regard de la dynamique de développement du territoire et de ses impacts environnementaux, sociaux et économiques. Les services de l'État apporteront leur appui à la collectivité territoriale pour la réalisation de ces études et les suites éventuelles qui y seront données. Monsieur le député, vous savez que vous pouvez en parler avec les services du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et pour le reste, je vous conseille de vous référer à mon discours introductif. Je vous remercie. Madame la ministre. Nous passons la parole à Madame Jeanine Dubié. S'il vous plaît, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, les atouts de la filière hydroélectrique ne sont plus à démontrer. Les orateurs qui m'ont précédé les ont rappelés. Première énergie renouvelable, soutien à l'étiage des rivières, écrêteur de crues, stockage de l'eau. Mais c'est aussi un secteur crucial pour certains territoires de montagne, notamment en termes d'emploi et d'aménagement. Ce secteur connaît des innovations majeures pour une meilleure flexibilité ou pour une meilleure gestion du stockage de l'électricité qui implique des investissements massifs de long terme. Cela a été dit, nombre de concessions passées, très majoritairement au profit d'EDF, au mi-temps du XXe siècle, sont parvenues à expiration ou le seront dans les 10 ans qui viennent. Cette situation découle de la libéralisation du secteur et de l'ouverture à la concurrence du marché européen de l'électricité. Ce dossier constitue un point de friction entre Paris et Bruxelles. Depuis bientôt 6 ans, régulièrement dans cette Assemblée, nous rappelons combien l'hydroélectricité, première énergie renouvelable et trop peu considérée, est un atout en matière énergétique. Et je salue à cet instant le travail remarquable de Marie-Noëlle Battistel et sa constance pour la défense de ce secteur industriel qui appartient au patrimoine national et qui est stratégique. Le gouvernement poursuit des négociations avec Bruxelles autour de l'ouverture des concessions hydroélectriques à la concurrence. Qu'en est-il de ces tractations qui inquiètent dans nos territoires et à quelle échéance pensez-vous les achever? Nous savons que des opérateurs privés, notamment étrangers, lorgnent sur ces concessions. Il semble que Bruxelles souhaite que l'opérateur historique EDF ne puisse candidater à toutes les concessions. Est-ce le cas? Ouvrir à la concurrence un secteur si stratégique ne paraît pas pertinent, voire irresponsable. Nous sommes attachés à notre modèle de service public énergétique. Quel est le vôtre? Quelles garanties envisagez-vous quant à la bonne gestion de notre industrie hydroélectrique en termes de sûreté et de sécurité énergétique? Je vous remercie, Madame Dubié. Madame la ministre, vous avez la parole.
Mais moi, je sais que vous avez entendu, monsieur le député. Pardon, excusez-moi, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Je suis ravie de voir que vous êtes très attentifs à tout ce que je dis, en tout cas, monsieur le député. Madame la députée Dubié, vous m'interrogez sur l'état des négociations entre le gouvernement, l'État et la Commission européenne. Eh bien, comme vous le savez, la Commission nous a adressé une mise en demeure au sujet des concessions hydroélectriques. Les gouvernements successifs ont contesté cette mise en demeure. Nous continuons à discuter avec la Commission de façon à trouver un terrain d'entente. Vous savez que la Commission a été particulièrement véhémente à notre égard, mais nous tenons à avoir une mise en œuvre qui soit équilibrée des dispositifs existants dans le droit français. Nous avons fait plusieurs propositions qui n'ont pas été validées. La Commission n'a pas non plus fait ni formulé de propositions alternatives. Et donc, nous sommes toujours en train de discuter avec le gouvernement, avec la Commission européenne. Notre objectif est d'aboutir à une sortie du statu quo parce qu'il nie aux investissements dans le secteur. Il est aussi source d'interrogation pour les collectivités, ceux qui travaillent aussi pour ces barrages hydroélectriques et pour les populations locales. Nous voulons donc sortir de ce statu quo pour pouvoir avancer. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons aux questions du groupe La République En Marche, en commençant par la question de Mme Stéphanie Kerbach. Monsieur le Président, Madame la Ministre, à l'aune du renouvellement des concessions hydrauliques, il convient de rappeler que la mise en concurrence porte avant tout sur un savoir-faire détenu par des employés attachés à l'ouvrage hydraulique. En brisant le quasi-monopole d'EDF sur la production d'énergie hydraulique, qu'adviendra-t-il des employés attachés directement ou indirectement à l'ouvrage ? Comment qualifiez-vous juridiquement le critère de l'emploi équivalent que le futur concessionnaire devra proposer aux salariés ? N'y a-t-il pas un risque pour la France d'une perte de savoir-faire et donc de facto d'une perte de son indépendance énergétique ? D'autre part, et comme la Commission de régulation de l'énergie n'a aucune compétence en matière de concession hydroélectrique, quelle garantie le gouvernement apporte-t-il à son opérateur historique EDF pour qu'il ne soit pas pénalisé lors de la mise en concurrence des concessions ? En d'autres termes, comment protéger juridiquement les candidatures d'EDF au futur appel d'offres, quand l'État est à la fois propriétaire des ouvrages d'hydroélectrique, autorité concédante, organise les appels d'offres et est actionnaire majoritaire de l'opérateur historique ? Le juge administratif n'accueillera-t-il pas favorablement les recours fondés sur l'hypothèse d'un conflit d'intérêts ? Pourquoi ne pas donner à la Commission de régulation de l'énergie, comme dans le cadre des appels d'offres éoliens onshore, offshore ou des appels d'offres photovoltaïques, un rôle d'organisatrice afin de donner une garantie d'indépendance dans la gestion des appels d'offres hydrauliques ? La France a la chance de bénéficier de plus de 2300 installations hydrauliques qui font de cette houille blanche la première source d'énergie renouvelable. Il serait dommage que la mise en concurrence vienne cristalliser des tensions sur l'une des rares sources d'énergie qui fait consensus. Je vous remercie de votre réponse. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Kerbach, je vois que le comique de répétition va être peut-être le thème que nous allons filer toute la soirée. En tout cas, moi, je peux simplement vous répéter à nouveau, et comme j'ai eu l'occasion déjà de le rappeler, eh bien que le gouvernement soutient pleinement la production d'hydroélectricité et qu'il est convaincu de l'importance stratégique de cette filière, tant au niveau national que dans les territoires. J'ai aussi pu souligner que le modèle français de l'hydroélectricité garantissait le respect des enjeux de l'intérêt public lors du renouvellement des concessions hydroélectriques. En particulier, comme vous le rappelez, Madame la députée, la loi a prévu des mesures protectrices pour les salariés des concessions hydroélectriques qui garantissent le maintien de leur statut et leur reprise à des conditions équivalentes par le nouveau concessionnaire. Cette notion d'équivalence est particulièrement importante à nos yeux parce qu'elle doit permettre aux salariés concernés de se voir proposer par le nouveau concessionnaire un emploi avec des responsabilités, une rémunération et des avantages sociaux similaires à leur emploi actuel.
Bien entendu, des discussions auront lieu le moment venu entre les personnels, le concessionnaire sortant et le concessionnaire entrant pour arrêter les modalités de pratique de reprise, mais ces dispositions constituent des garanties importantes déjà, et l'État y sera particulièrement attentif le moment venu. Concernant le deuxième point de votre question, Madame la députée, j'ai rappelé qu'il ne peut pas être question d'interdire à EDF de candidater au renouvellement de ses propres concessions. Nous l'avons dit à la Commission européenne. En revanche, il n'est pas possible de confier à la Commission de régulation de l'énergie la responsabilité de l'octroi des concessions. En effet, à la différence des autres énergies pour lesquelles la mise en concurrence porte uniquement sur le bénéfice d'un soutien tarifaire bénéficiant à des installations privées, il s'agit ici de confier, dans un cadre de concession, l'exploitation de biens publics dans des conditions respectueuses des enjeux publics aussi bien nationaux que locaux. Ça dépasse largement le domaine de compétence du régulateur. Les procédures d'octroi sont de la responsabilité du préfet ou du ministre chargé de l'énergie selon la taille de la concession. Elles sont encadrées par des dispositions qui sont prévues dans les codes de l'énergie et qui visent à garantir leur totale impartialité et leur sécurité juridique. Il en va de notre responsabilité. Merci Madame la députée. Je vous remercie Madame la Ministre. Nous passons la parole à Madame Barbara Bessot-Ballot. Merci Monsieur le Président. Ma question porte sur les freins au développement de la filière de l'hydroélectricité en France. L'hydroélectricité est loin d'être la première filière renouvelable productrice d'électricité en France et même dans le monde. Mais il existe encore de nombreux freins qui fragilisent les installations existantes et freinent le développement de nouvelles installations, notamment en matière réglementaire et environnementale. En effet, tout d'abord au niveau de la continuité écologique. Les mises en conformité des ouvrages hydroélectriques engendrent des coûts abyssaux pour les exploitants et le coût des équipements environnementaux semble disproportionné par rapport aux supposés gains écologiques. Il existe par ailleurs une certaine instabilité, complexité et lourdeur administrative. En effet, de nouveaux équipements ou de changements relatifs aux équipements existants peuvent être imposés à des ouvrages. La filière hydroélectrique semble alors faire l'objet d'une politique à charge. Arasement d'ouvrages, contentieux administratifs lors de renouvellement d'autorisation, des procédures administratives longues et jugées trop lourdes pour le développement de nouveaux projets. Aussi, la fiscalité locale pèse énormément sur les installations hydroélectriques. Madame la Ministre, le développement de l'hydroélectricité en France et en Europe apporte sans aucun doute une réponse majeure aux problématiques environnementales, notamment sur la continuité des cours d'eau et de la préservation de la biodiversité. Quelles sont donc les mesures prévues par le gouvernement, enfin, de valoriser, modernisation et optimisation du développement de cette filière sur nos territoires? Merci. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bessot-Ballot. Comme vous le rappelez, il est très important que le développement de l'hydroélectricité se fasse dans le respect des objectifs de bon état des eaux et de reconquête de la biodiversité. C'est vrai que depuis plusieurs années, il y a beaucoup de producteurs qui ont fait vraiment des efforts importants pour améliorer la qualité environnementale de leur installation, notamment en ce qui concerne, comme vous l'avez dit vous-même, Madame la députée, la continuité écologique. Ils ont par exemple installé des passes à poissons, des turbines compatibles avec le passage des poissons, des mesures d'exploitation innovantes. Bien sûr, ces mesures sont déterminées localement en fonction des enjeux de chaque site et en lien avec les services de l'État. Nous sommes néanmoins bien conscients que des divergences d'appréciation, voire des conflits, peuvent apparaître dans certains cas. Une première réponse a été apportée avec la mise en place en mars 2017 de l'autorisation environnementale unique qui apporte aux porteurs de projets des garanties importantes en termes de transparence, mais aussi de rapidité accrue de la procédure. Beaucoup d'échanges ont lieu entre les directions du ministère et les acteurs de la filière pour orienter les acteurs de la filière vers des projets qui soient plus vertueux, tout en même temps en limitant les contraintes administratives qui peuvent peser sur les exploitants et qui sont parfois assez importantes. En particulier, un groupe de travail a été mis en place en lien avec le Comité national de l'eau pour faire le point sur la politique de restauration de la continuité écologique en lien avec l'ensemble des acteurs concernés, dont les représentants de la filière hydroélectrique. Ce groupe a débouché
sur un plan d'action visant à améliorer la mise en œuvre de cette politique tout en prenant compte des autres enjeux énergétiques, patrimoniaux, etc. Il se traduira en particulier par des instructions au service de l'État pour leur donner les outils supplémentaires lors de l'instruction des autorisations environnementales. En ce qui concerne la petite hydroélectricité, j'ai rappelé les mesures de soutien tarifaire dont elle faisait l'objet. Il faut néanmoins être conscient que compte tenu de la taille et de la puissance de ces installations, elles ne pourront jouer qu'un rôle limité dans l'atteinte des objectifs nationaux, c'est une réalité. Et comme il faut que je conclue, Madame la députée. Je vous remercie, Madame la Ministre. Je vous propose de passer aux deux questions du groupe Les Républicains, en commençant par Monsieur Xavier Breton. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais revenir effectivement sur l'ouverture à la concurrence dans les renouvellements de concessions, mais en axant mon intervention sur la question de la sécurité des barrages hydroélectriques. On sait qu'effectivement aujourd'hui, des montants importants sont consacrés à la sécurité, à la sécurisation de ces barrages, qu'il s'agisse notamment, par exemple, d'EDF ou de la CNR. Or, il y a un risque si l'ouverture à la concurrence pour le renouvellement des concessions devait se traduire. On a vu que le gouvernement, contrairement à ceux qui l'ont précédé, ne cherche pas à temporiser, à freiner ce renouvellement, et cette ouverture à la concurrence, mais au contraire est complice de cette libéralisation. Et on peut se demander dès lors si de nouvelles entreprises, qui seraient plus attirées par la rentabilité que par l'intérêt général, prendraient en compte les impératifs de sécurité. Je voudrais prendre par exemple un barrage, celui de Vouglan, situé dans le département du Jura, un reportage télévisé il y a quelques semaines, certes alarmiste, mais présentait les risques d'une rupture qui libérerait les 600 millions de mètres cubes d'eau, touchant les vallées du département de l'Ain, des départements limitrophes également de l'agglomération et de la métropole de Lyon. Et il y a effectivement un besoin de rassurer les populations. Je souhaiterais donc savoir, d'une part, ce que le gouvernement compte faire, non pas pour accompagner la mise en concurrence, mais pour la contester et la refuser comme une fatalité, et d'autre part, quelles modalités particulières le gouvernement prévoit-il pour assurer l'entretien et la sécurité des barrages hydroélectriques dans le cas où cette ouverture à la concurrence serait réelle pour exploiter ces barrages électriques. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Breton. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Breton. La sécurité est une question de réglementation nationale. C'est à ce niveau-là, bien sûr, que c'est décidé. Elle est donc de la responsabilité de l'exploitant. C'est ainsi que le dit et le veut notre réglementation nationale. Le cadre réglementaire est aussi défini en fonction d'arrêtés nationaux, dont un renforcement en 2018 avec des compléments locaux. Et comme compléments locaux, eh bien, des inspections périodiques, mais aussi des travaux de renforcement, comme par exemple des excavateurs de crues qui soient plus grands. La sécurité est une préoccupation majeure, essentielle et fondamentale pour ce gouvernement. Nous y veillons. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous tenons à sortir de ce statu quo et à être volontaristes sur cette question-là, parce qu'il nous faut bien évidemment veiller en premier lieu à la sécurité et donc donner une vision, une perspective à ces concessions hydroélectriques. Je vous remercie. Nous passons à la question de Madame Émilie Bonivard. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la production hydroélectrique, cela a été dit, représente 60% de l'énergie renouvelable en France. Elle est issue historiquement de territoires de montagne qui ont fait des sacrifices, des villages engloutis comme Tignes, qui ont subi des grands travaux pour que cette énergie propre soit disponible pour tous et notamment pour les territoires urbains. L'expertise et le savoir-faire des hommes et des femmes salariés qui, depuis des décennies au sein d'EDF ou de la CNR, ont permis à ces installations de fonctionner en toute sécurité, avec un haut niveau de technicité, font de la France aujourd'hui un leader mondial en la matière. Députée d'un de ces territoires qui accueille parmi les plus grands barrages et ouvrages hydroélectriques de France, Montcenis, Grand Maison, Centrale de Super Bissorte, ma question est la suivante. La France va-t-elle être le seul pays européen
a accepté de fragiliser ce patrimoine, ce savoir-faire, cette expertise, en ouvrant les concessions à la concurrence internationale, sans s'assurer que les enjeux du multi-usage de l'eau soient garantis: eau potable, agriculture, sécurisation des biens et des personnes, débit d'étiage, enjeux piscicoles et biodiversité, sans s'assurer non plus de la réciprocité d'intervention à l'international de l'opérateur historique. En effet, une entreprise à capitaux essentiellement publics finlandais pourra exploiter nos barrages sans qu'EDF puisse le faire en Finlande. Comment expliquer cela à nos concitoyens ? Pourquoi la France ne défend-elle pas davantage ses entreprises nationales gérant un patrimoine, une ressource vitale, l'eau, dont l'usage sera tendu à l'avenir? Pourquoi devrions-nous accepter ce que d'autres États européens ont réussi à éviter, c'est-à-dire l'ouverture à la concurrence, qui n'est voulue ni par la majorité des Français, ni par les populations locales vivant à proximité de ces barrages? Enfin, comment expliquer à nos concitoyens, Madame la Ministre, à quelques mois des élections européennes, que finalement, nous n'avons pas de choix, pas d'autre choix, et que la France doit se résigner à renoncer à cette ressource stratégique parce que la Commission européenne l'exige et que nous sommes incapables de faire autrement? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bonivard, effectivement, beaucoup des questions tout à fait légitimes que vous soulevez, eh bien, j'y ai répondu dans mon discours d'introduction et je vous redirai donc que le gouvernement est pleinement concentré sur cette question d'hydroélectricité. Pourquoi? Parce que c'est une question d'intérêt général. Nous en avons fondamentalement besoin parce que ça nous permet d'atteindre un mix énergétique qui soit équilibré et qui donne sa pleine mesure à l'importance des énergies renouvelables, au premier chef donc à l'hydroélectricité. Et donc nous sommes attachés à cette énergie-là. J'ai eu l'occasion de répéter à quel point aussi la sécurité, nous voulons même d'ailleurs, et nous l'avons annoncé dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, en augmenter encore la production d'énergie hydroélectrique. Simplement, le fait est que la Commission nous a mis en demeure et elle nous a indiqué à plusieurs reprises qu'elle souhaitait que nous mettions en concurrence ces concessions hydroélectriques. Nous l'avons dit, nous avons proposé plusieurs options à la Commission, elles ont toutes été refusées. La Commission nous demande et est particulièrement exigeante. Nous avons fixé un certain nombre de lignes rouges que nous ne pourrons pas et qui ne sont pas outrepassables, et notamment le fait qu'il est indispensable qu'EDF puisse candidater à ce renouvellement de concessions, et notamment aussi, bien sûr, toute une série d'autres mesures, y compris la protection des travailleurs, la protection des salariés. Bref, j'ai eu l'occasion d'y revenir. C'est une priorité. Nous nous battons sur ces questions-là. Nos lignes rouges sont très claires et je sais qu'elles sont partagées par l'ensemble des députés de cet hémicycle. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous propose de passer à la question du groupe MoDem. La parole est à Madame Florence Lasserre-David. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues. En 2010, suite à la promulgation de la loi Grenelle II, l'État et les acteurs intéressés ont signé une convention d'engagement pour le développement d'une hydroélectricité durable en cohérence avec la restauration des milieux aquatiques. Cette convention était le fruit d'un double constat toujours d'actualité. Le premier, qu'il est nécessaire de développer l'hydroélectricité pour faire face à nos besoins en énergie et lutter contre le changement climatique. Le second constat est que le développement de l'hydroélectricité ne peut se faire que dans le respect des milieux naturels et donc en les préservant et en assurant leur bon état. Depuis 10 ans, les producteurs d'hydroélectricité et les petits producteurs en particulier ont fait des efforts considérables et ont développé une production de haute qualité environnementale conformément aux promesses qu'ils avaient faites en 2010. Pour sa part, l'État s'était engagé à rendre plus lisibles les procédures administratives et à sensibiliser les services instructeurs aux enjeux du secteur de la petite hydroélectricité afin d'assurer une meilleure prise en compte de l'usage énergétique dans les demandes d'autorisation IOTA. Plus précisément, l'État devait rendre plus claire et transparente l'autorisation environnementale pour les installations et ouvrages qui sont soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau et qui conduisent à une décision unique du préfet de département.
Cet engagement voulait garantir un juste équilibre entre l'absolue nécessité de maintenir la continuité écologique dans les cours d'eau et celle de développer une énergie vertueuse qui s'inscrit dans notre aspiration à verdir le mix énergétique français. Madame la ministre, pourriez-vous nous dire quelles sont les mesures concrètes mises en place par l'État pour former et sensibiliser les services instructeurs aux défis du secteur hydroélectrique pour redonner du sens à la notion de partage et de gestion équilibrée de la ressource en eau inscrite dans la loi? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Bessot-Ballot. Pardon, je suis complètement... Excusez-moi, je suis épuisée. Je suis sincèrement, vraiment tout à fait confuse, Madame la députée Lasserre-David, d'autant que je sais que ce sujet vous tient beaucoup à cœur et que vous vous battez beaucoup sur cette question-là. Donc, excusez-moi. Comme vous le rappelez, il est très important que le développement de l'hydroélectricité se fasse dans le respect des objectifs de bon état des eaux et de reconquête de la biodiversité. Vous l'avez souligné dans votre question. Depuis plusieurs années, de nombreux producteurs ont fait des efforts importants pour améliorer la qualité environnementale de leur installation. Je l'ai mentionné tout à l'heure, par exemple, avec l'installation de turbines compatibles avec le passage des poissons ou des mesures d'exploitation innovantes. Bien sûr, ces mesures sont déterminées localement en fonction des enjeux de chaque site et en lien avec les services de l'État. Mais il y a des conflits qui peuvent apparaître dans certains cas. Je crois qu'on peut utiliser le mot. Je l'ai rappelé tout à l'heure également. Une première réponse a été apportée avec la mise en place en 2017 de l'autorisation environnementale unique qui permet plus de transparence, qui allège la durée de la procédure. De nombreux échanges ont aussi lieu entre les directions du ministère et les acteurs de la filière. Je pense par exemple à un groupe de travail qui a été mis en place en lien avec le Comité national de l'eau pour faire le point sur la politique de restauration de la continuité écologique. Et ce groupe a débouché sur un plan d'action qui vise à améliorer la mise en œuvre de cette politique tout en prenant en compte les autres enjeux énergétiques, patrimoniaux, etc. Il se traduira par des instructions aux services de l'État pour leur donner les outils supplémentaires lors de l'instruction des autorisations environnementales. Je vous remercie. Madame la députée Lasserre-David. Merci, Madame la ministre. Nous passons à la question de Madame Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit, Madame la ministre, être soucieuse de l'avenir de l'hydroélectricité, qui est, tout le monde l'a rappelé ici, la première des énergies renouvelables, pourvoyeuse d'emplois et de ressources pour les territoires. Je trouve fort dommage que la PPE n'en fasse pas état suffisamment à la hauteur des enjeux, notamment sur les possibilités qu'il y a sur quelques sites vierges de lancer des appels d'offres pour tester la concurrence, totalement ouverte à la concurrence, et montrer des signes à Bruxelles, en parallèle de prolonger les concessions sous conditions de travaux, comme l'autorise la loi, et permettre ainsi de l'investissement rapide. Ma deuxième question porte sur les concessions déficitaires. Quid des concessions déficitaires qui sont aujourd'hui exploitées dans un système péréqué? Deux solutions, soit personne n'en voudra, soit on devra donner à l'opérateur un complément de rémunération pour l'exploiter. Où est le bénéfice pour le consommateur? Vous avez dit, en réponse à un certain nombre de nos collègues, que EDF pourrait concourir sur toutes les concessions. C'est vrai. Mais pour être tout à fait transparent, il faudrait continuer en disant que dans votre proposition, EDF peut concourir sur toutes les concessions, mais ne peut en obtenir que 66%, puisque sur les allotissements de 3 barrages, un opérateur ne peut obtenir plus de 2 ouvrages sur 3. Donc une limitation, même si l'opérateur est moins 10 ans. Sur le cahier des charges, c'est vrai qu'il y a un encadrement dans chacune des renouvellements de concessions et d'éventuelles remises en concurrence, mais vous savez bien, Madame la Ministre, qu'un cahier des charges est fait à un instant T, qu'il y a un certain nombre d'années, quand on a fait les premiers cahiers des charges, on n'a pas imaginé qu'il y ait plus tard des bases nautiques sur les retenues des lacs et qu'on ne peut pas tout prévoir. Et à chaque avenant et négociation, vous le savez, ce sera une renégociation financière et donc une augmentation des tarifs pour les consommateurs. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Battistel, plusieurs choses dans votre question qui montrent à quel point effectivement vous connaissez bien et vous êtes intéressé depuis de longues années à ce sujet important. La PPE prévoit d'augmenter la puissance totale. Et donc, dans ce cadre-là, il y aura des appels d'offres pour augmenter cette puissance. D'autre part, en ce qui concerne les concessions déficitaires, il y aura un complément de rémunération qui peut être possible, hein, effectivement. D'ailleurs, on le fait pour la petite hydro. Donc, je ne dis pas il y aura, je dis c'est envisageable. Enfin, en ce qui concerne la limitation d'EDF à 66% des concessions, eh bien, rien n'est acté à ce stade. Je l'ai dit, effectivement, il y a un certain nombre de lignes rouges. Nous en avons, et nous l'avons plus qu'expliqué à la Commission européenne. Nous continuerons à le faire. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons maintenant à la question du groupe UDI Agir et Indépendants. Madame Sophie Oconi, vous avez la parole. Madame la ministre, sous l'influence notamment de la jurisprudence européenne, l'ordonnance du 19 avril 2017 modifie les règles de gestion du domaine public. Désormais, lorsque l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence. Ainsi, dans le cas de l'exploitation d'un barrage hydroélectrique, et selon la puissance de celui-ci, c'est une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial qui peut être délivrée par une commission composée par l'autorité préfectorale. Cette commission est librement fixée, comme je l'évoquais, et je regrette que trop souvent celle-ci ne soit que trop technicienne, trop technocratique, Madame la Ministre, et ne prennent en compte que le seul caractère normatif des candidats au-delà de leur ancrage dans la réalité économique des territoires. Et je parle d'un cas précis dans un certain nombre de territoires. Les critères de sélection peuvent être d'ailleurs qualité environnementale, qualité technique, aptitude de l'occupant, solidité économique. Alors à cela, je dirais que dans le critère de solidité économique et financière du porteur de projet, le critère de l'impact sur l'emploi territorial est essentiel. Et on ne le prend pas, on ne le considère pas. Ce critère complété permettrait de tenir compte des acteurs locaux qui souhaitent s'investir dans la gestion de nos petits barrages hydroélectriques pour ancrer leur effort économique. Monsieur le ministre de l'économie a dit que chaque entreprise industrielle comptait pour lui dans l'ancrage sur les territoires ruraux. C'est ce sujet-là et je suis prêt à échanger avec vous. Je tiendrai le gouvernement responsable si une entreprise devait quitter les territoires ruraux parce qu'on n'a pas écouté le critère économique sur leur développement et sur la gestion des barrages. Madame la ministre, quel est votre sentiment sur la consolidation de ce critère, le critère économique, dans le choix de la délégation à la gestion des barrages hydroélectriques? Merci. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Oconi. Je vous connais, Madame la députée, je connais les autres députés, bref. Votre question concerne principalement la petite hydroélectricité, puisque des projets peuvent effectivement nécessiter une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour équiper, par exemple, des barrages faisant partie de ce domaine. L'ordonnance du 19 avril 2017 que vous évoquez a consolidé les règles prévues au Code général de la propriété des personnes publiques sur ce sujet. Ces règles relèvent de la compétence du ministère de l'Action et des Comptes publics. Je vais simplement relever une chose, c'est que les gestionnaires des domaines publics ont toute la latitude pour organiser les procédures de sélection concernant son occupation, à partir du moment, bien sûr, où ces procédures présentent les garanties d'impartialité et de transparence. En particulier, elles peuvent librement choisir les critères de sélection dès lors que ces derniers sont cohérents avec la nature du domaine et de l'occupation concernée. Je voudrais simplement attirer votre attention, Madame les députés, sur une chose, c'est qu'il faut être prudent avec les critères qui visent à favoriser l'emploi local, qui peuvent être jugés discriminatoires par certains participants aux procédures.
c'est une réalité, c'est un fait. Je pense que c'est important de le prendre en compte. Je vous remercie, Madame la députée. Je vous remercie. Nous passons à la dernière question, celle du groupe La France Insoumise. Madame Mathilde Panot, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous ne nous ferez jamais, jamais croire que votre gouvernement œuvre en faveur de l'intérêt général en privatisant les barrages. Et en dehors de la privatisation des barrages, quand vous dites que votre gouvernement est engagé dans la petite hydroélectricité, comment expliquez-vous que la domination du nucléaire et le dogme centralisateur en matière de production énergétique ont mené à la suppression de ces microcentrales hydroélectriques? Or, l'avantage décisif des petites installations hydrauliques tient à ce que la production peut être dirigée localement. Dans le cadre des dynamiques climatiques qui vont affecter profondément notre territoire, il me semble fondamental de développer des projets résilients de production énergétique. Les dommages écologiques de telles installations peuvent être limités par des projets de rénovation de l'existant, soit en remettant en service d'anciennes microcentrales, soit en transformant des moulins déjà existants afin qu'ils produisent de l'électricité. La part de l'énergie hydraulique est stable dans notre pays depuis les années 1960 aux alentours de 15%. Afin de parvenir à diminuer la part du nucléaire, énergie particulièrement vulnérable au changement climatique, pensez par exemple à la baisse du niveau du Rhône et aux impacts sur les circuits de refroidissement, il semble particulièrement important de développer de façon coordonnée ce secteur. Du fait de l'élévation de la nappe phréatique, ces installations permettent de mieux résister aux phases de sécheresse. D'un côté, un accident nucléaire peut survenir dans ces phases de sécheresse. De l'autre, ces phases de sécheresse peuvent être atténuées par la multiplication de centrales micro-hydrauliques. La suppression de tant de petites installations de ce type correspond à un schéma énergétique dont nous savons tous aujourd'hui qu'il est dépassé. Madame la Ministre, plutôt que de privatiser les barrages, ce qui est une aberration écologique, économique et démocratique, allez-vous mettre en œuvre un plan de réhabilitation de ces microcentrales hydroélectriques? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Panot, vous ne nous ferez jamais, jamais, jamais croire que nous voulons privatiser les concessions hydroélectriques en France. Jamais. Maintenant, j'ai rappelé l'importance qu'attachait le gouvernement à la filière de l'hydroélectricité. Il est clair que les objectifs affichés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, les mesures de soutien à la petite hydroélectricité, les perspectives de suréquipement dans le cadre des renouvellements de concessions et l'entretien des installations existantes vont générer des investissements dans le secteur. Je l'ai dit dans mon discours introductif, je le répète ici, l'hydroélectricité est une énergie absolument capitale dans le mix énergétique français, cela le restera, c'est une question d'intérêt général, nous l'avons aussi et nous continuons à le défendre auprès de la Commission européenne. C'est une priorité et cela le restera. En ce qui concerne la petite hydroélectricité, il y a des appels d'offres pour installations moyennes qui sont et qui vont être lancés. Je crois qu'il est aussi important d'utiliser les ouvrages existants, mais le potentiel total est limité. C'est le cas en Europe occidentale plus largement. C'est un fait, c'est reconnu et c'est le cas dans plusieurs pays. Le principal potentiel d'hydroélectricité, à ce jour, il se situe dans des régions où il y a moins de barrages qui ont été développés, en particulier par exemple en Asie, en Inde, en Chine ou ailleurs. Je vous remercie. Eh bien, je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, chers collègues. Le débat est clos. Nous pourrons donc nous coucher tôt, mais pas avant d'avoir entendu l'ordre du jour de la prochaine séance demain à 9h30 proposée par le groupe GDR, avec les propositions de loi sur le rétablissement de l'impôt sur la fortune et le renforcement de la progressivité de l'impôt, sur l'augmentation du SMIC et de l'accompagnement des PME et TPE, sur la suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, sur l'intégrité des mandats électifs et sur la transparence dans l'utilisation de l'épargne populaire en matière énergétique. La séance est levée. Je vous souhaite une douce et agréable nuit.